Bien donc bonsoir à tous et toutes, bienvenue à la médiathèque protestante du Stift qui, comme son nom l'indique, et je vous rappelle, est d'abord une médiathèque. Nous prêtons donc des livres, notamment sur la guerre des paysans, mais pas seulement, donc si vous voulez prolonger les conférences et que nous vous proposons sur différents sujets, ainsi que tous les autres en lien avec l'actualité éditoriale autour du protestantisme, n'hésitez pas à revenir sur nos heures d'ouverture pour découvrir nos collections. Comme vous le savez, nous avons présenté en septembre-octobre une exposition consacrée à la dimension religieuse de la guerre des paysans en Alsace, et je tenais à vous remercier ce soir, vous public, d'avoir été si nombreux à venir la découvrir. Grâce à vous, la médiathèque a atteint un record absolu de présentation mensuelle dans son histoire au XXIe siècle. C'était donc un moment à marquer. Si l'exposition est terminée, pour encore un peu plus d'une heure, notre programme culturel autour de la guerre des paysans est toujours actif, avec cette dernière des 4 conférences que nous vous avons proposées sur le sujet. Notez d'ailleurs, pour celles et ceux qui auraient raté les précédentes, que vous pouvez déjà revoir sur notre chaîne YouTube les interventions de Paul Abel, que je salue, Mathieu Arnold, Georges Bischoff, que je salue également, qui ont été données en septembre et en octobre dernier. Et donc pour conclure ce cycle, nous sommes très heureux d'accueillir ce soir l'historienne Rachel Renaud, qui est maîtresse de conférences en histoire moderne à Le Mans Université et membre junior de l'Institut universitaire de France. Soutenue en 2014, sa thèse réalisée en co-tutelle entre l'Université Paris 1 et l'Université du Münster en Allemagne s'intitule « La permanence de l'extraordinaire, fiscalité, pouvoir et monde social en Allemagne au XVIIe siècle » et a été publiée en 2017 aux éditions de la Sorbonne. Rachel Renaud est en effet donc spécialiste de l'histoire sociale du Saint-Empire romain germanique, ainsi que de l'histoire de l'impôt dans cet espace, et d'une manière corrélative qui ne vous surprendra guère, des contestations populaires sous l'angle des révoltes et de la politisation des populations. C'est donc logiquement qu'elle a également travaillé sur la guerre des paysans, notamment en proposant une réédition critique du maître ouvrage de Friedrich Engels, paru originellement en 1850 et sobrement intitulé « La guerre des paysans en Allemagne ». Et nous remercions Rachel Renaud d'une part d'avoir accepté l'invitation de venir de son ouest à la médiathèque protestante du Stift à l'Est, et d'autre part d'avoir proposé ce thème d'une conférence autour de l'historiographie de la guerre des paysans jusqu'à l'époque ultra-contemporaine, qui permettra d'aborder un sujet que nous n'avions malheureusement pas pu évoquer dans l'exposition. Donc, merci encore et bonne conférence à toutes et tous. Bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup à la médiathèque et aux organisateurs de cette rencontre. Bravo aussi pour la belle exposition. Et merci pour cette présentation. Justement, ça me donne l'occasion, avant de commencer, de préciser un petit peu mon domaine d'expertise. Je ne suis pas, à proprement parler, spécialiste du XVIe siècle, plutôt du XVIIIe siècle, comme ça a été dit. Je ne suis pas vraiment spécialiste de la guerre des paysans en tant que telle. Il y a d'éminents spécialistes dans la salle, alors je ne dis pas cela pour scier la branche de légitimité sur laquelle je suis assise, mais plutôt pour vous expliquer justement le spectre des interrogations qui vont être les miennes aujourd'hui. Comme ça a été mentionné, j'ai bien quelques domaines de spécialité qui sont en rapport avec la guerre des paysans. Je travaille sur le Saint-Empire romain germanique et sur les contestations populaires, mais pour ce qui concerne mes travaux de première main sur archives, plutôt en aval au XVIIe et XVIIIe siècle. C'est donc à ce titre qu'il y a quelques années, j'avais un petit peu travaillé à une réédition de la guerre des paysans d'Engels, qui est un petit texte un peu particulier et dont je vous parlerai tout à l'heure. Je voudrais donc aborder la guerre des paysans, moins sous l'angle des faits eux-mêmes, même si je ferai dans un premier temps un certain nombre de rappels factuels, ne sachant pas exactement quel est l'état des connaissances dans le public. Moins donc sous l'angle des faits eux-mêmes que sous l'angle des différentes interprétations dont elle a fait l'objet et sous celui des grandes questions méthodologiques et épistémologiques qu'elle permet de poser. Parce que la guerre des paysans, depuis au moins le début du XIXe siècle, a été érigée dans un certain nombre de grands récits comme un moment nodal de l'histoire allemande. Et elle a été interprétée chaque fois à la lumière des besoins, des envies, des inclinations du présent, en faisant l'objet d'appropriations politiques multiples. Alors, interpréter l'histoire à la lumière du présent, c'est une formule qui est un petit peu devenue une tarte à la crème. Néanmoins, c'est une dimension fondamentale et inévitable du travail historique, qui est toujours en tension entre ces deux pôles, celui de l'érudition, c'est-à-dire la reconstitution des faits, l'établissement d'une vérité scientifique indubitable. C'est un travail de collecte, de vérification, de quantification parfois, et de manière générale, d'enquête qui doit être la plus minutieuse possible. De l'autre côté, on cherche aussi à donner du sens, c'est-à-dire à expliquer, à interpréter,
Et ce sens est toujours déterminé parce qu'il, dans le passé, nous interpelle, nous étonne, nous remue, nous émeut parfois, bref, par quelque chose qui vient interroger notre présent. Et je crois qu'à ce titre-là, la guerre des paysans a énormément interpellé. Donc si on a coutume de considérer l'histoire comme une science de la genèse, en général, hein, on la considère comme une science qui permet d'expliquer comment on en est arrivé là, c'est aussi en réalité une science qui fonctionne dans l'autre sens et qui interroge le passé à partir de ses interpellations du présent. Et je crois qu'on ne comprendrait pas les interprétations successives, contradictoires, conflictuelles de la guerre des paysans sans cette donnée fondamentale. Et c'est donc sur ces accents et ces usages politiques que je crois qu'il ne faut pas non plus réduire ni à de la pure mauvaise foi, ni à des instrumentalisations. C'est sur ces accents que je voudrais insister aujourd'hui. Avant d'en venir à ces controverses historiographiques, je voudrais avoir quelques mots d'abord sur ce qu'est une révolte populaire à l'époque moderne, pour déjouer un certain nombre de représentations. Puis, je ferai quand même un petit point de rappel sur quelques grands aspects de la guerre des paysans et surtout sur les questions qu'elle permet de poser à l'historien, à l'historienne, pour ne pas parler trop abstraitement. Et j'en viendrai ensuite aux grandes séquences interprétatives. Mon premier point est une question et s'intitule « Qu'est-ce qu'une révolte ?» Parce que l'image habituelle qu'on a des révoltes populaires sous l'Ancien Régime, c'est celle en réalité bien souvent d'un déferlement chaotique, c'est celle en fait de la fureur paysanne. On imagine des hordes munies d'instruments qui sont détournés de leur usage initial pour servir d'armes, des faux, des fourches, des piques, ce qu'on qualifierait aujourd'hui d'armes par destination. Et ces hordes, bien entendu, déferlent, de préférence en hurlant, c'est-à-dire avec des gestes qui sont l'antithèse de ce qu'on attend du bon sujet. Le bon sujet, il doit être humble, discret et obéissant. Cette image de la foule déferlante, c'est un stéréotype, c'est même peut-être un archétype, qui reprend toutes les caractéristiques négatives auxquelles le populaire est associé dans les discours de justification de l'ordre social. La bestialité, le peuple est animal. La sauvagerie, par opposition à la civilité, sauvagerie qui est associée aussi, alors bien sûr à l'animalité, mais également à un manque de contrôle de soi. Le populaire est également du côté du corporel, par opposition à la raison ou à l'intellect. D'ailleurs, pour se démarquer de l'utilisation que les paysans font de sa doctrine de la liberté du chrétien, Luther affirme que c'est une interprétation fausse parce qu'elle est charnelle, elle est fleischlich. On est du côté du corps. De ce fait, le peuple est aussi inconstant, versatile, et c'est pour ça qu'il doit être bridé, contenu, pour l'empêcher de déborder. Et la révolte est conçue comme un débordement. Alors on trouve au demeurant des ordres de justification qui sont en grande partie similaires dans les discours sur les femmes ou sur les esclaves. On a des parallélismes entre ces trois ordres. Donc le populaire est à la fois borné, irrationnel, stupide, soumis à son corps et à ses instincts, animal, toutes caractéristiques qui le rendent inférieur. Mais dans le même temps, il est aussi dangereux. Il est paradoxalement à la fois faible par toutes ces caractéristiques qui l'infériorisent et puissant. Je vous cite juste un petit texte légèrement postérieur à la guerre des paysans, c'est un texte français de 1601, qui n'a rien à voir en termes de contexte, c'est un texte de Pierre Charon, et que je trouve assez caractéristique de ces données-là. Le peuple toujours gronde et murmure contre l'État, tout bouffi de médisance et propos insolents contre ceux qui gouvernent et commandent. Donc la révolte est endémique, la contestation est une menace permanente et ce débordement est un risque qu'il faut parvenir à endiguer en permanence. Bref, le vulgaire est une bête sauvage, tout ce qu'il pense n'est que vanité, tout ce qu'il dit est faux et erroné, ce qu'il réprouve est bon, ce qu'il approuve est mauvais, ce qu'il loue est infâme, ce qu'il fait et entreprend n'est que pure folie. Là où je veux en venir, c'est que l'image de la révolte populaire qu'on a en tête en règle générale, cet archétype des hordes munies de faux et de fourches qui déferlent en hurlant, c'est en réalité une image très située socialement. C'est l'image produite par un certain nombre d'élites politiques, sociales et économiques que la révolte vient inquiéter. Bien sûr, ce sont aussi eux les plus grands producteurs de textes et d'images, puisqu'il y a un pendant iconographique à ces discours, et donc ils ont contribué à sceller cet imaginaire. En réalité, une révolte populaire
sous l'Ancien Régime de manière générale. Ce ne sont pas seulement des affrontements, et quand c'est le cas, ce sont des affrontements très ritualisés, éventuellement avec de vraies armes ou de morts. Mais, et c'est le deuxième point que je voudrais évoquer, une révolte ne se réduit pas à ces pics de conflictualité. C'est un continuum de conflits, avec des pics d'antagonisme, mais aussi avec des moments de basse intensité, et avec un ensemble de pratiques qui, si on adopte le point de vue des insurgés, sont tout aussi importantes. Des rassemblements, élément central d'une révolte. Des systèmes de délégation et de représentation, avec des mandataires. La rédaction de textes, doléances, suppliques, manifestes, 12 articles par exemple. La prise de décision collective sur le cours à donner à la contestation. Est-ce qu'on va aller en justice? Est-ce qu'on va contacter un avocat? Est-ce qu'on va faire enregistrer des déclarations par un notaire? Donc il y a toute une organisation politique de la révolte, assez sophistiquée, j'y reviendrai, et qui construit une structure de pouvoir qui fonctionne parallèlement aux institutions habituelles. Donc la révolte, avant d'être ce moment de conflictualité, de violence physique, etc., c'est une mobilisation collective, revendicative, qui peut déboucher sur des affrontements armés, mais qui prend aussi bien d'autres formes, et notamment en Allemagne, et de plus en plus après la guerre des paysans, la forme du procès. D'ailleurs, les autorités, elles, ne s'y trompent pas. Pour elles, la sédition commence dès qu'on observe des rassemblements. Le rassemblement est toujours perçu comme le premier frémissement d'une contestation. Alors, on en revient bien sûr à cette méfiance vis-à-vis de la foule, qu'on méprise et dans le même temps dont on craint la puissance. Mais peut-être plus encore que la prise d'armes, c'est cette organisation collective qui est perçue par les autorités comme un défi et donc comme l'essence même de la sédition. Les conséquences de tout ce que je viens d'évoquer, une révolte est toujours très difficile à circonscrire, à la fois dans le temps et dans l'espace. Précisément parce que c'est un ensemble de conflits qui peut s'étaler parfois dans un temps extrêmement long, et on va retrouver cette question-là avec la guerre des paysans, parfois jusqu'à plusieurs décennies quand on observe à l'échelle locale, avec des moments de haute et de basse intensité. La guerre des paysans, dans ce cadre, est en quelque sorte un moment de très haute intensité conflictuelle qui dure beaucoup plus longtemps que la plupart des autres et qui a une envergure spatiale beaucoup plus importante. C'est un événement, ou plutôt un ensemble d'événements, qui est à la fois commun à une partie considérable de l'Allemagne, de l'Empire, ou disons des régions germanophones, et qui en même temps, localement, dans chaque ville, dans chaque communauté, vient s'inscrire dans une longue tradition conflictuelle. On a donc toujours du mal à assigner un début et une fin à l'épisode, et pour ainsi dire, on a du mal à doter les révoltes d'une circonférence très claire. C'est particulièrement le cas pour la guerre des paysans, et il est particulièrement difficile d'en donner un récit continu, si tant est qu'on le prenne dans toute son envergure chronologique et spatiale. Ça en fait donc un épisode qui est très difficile à raconter. Ce qui m'amène donc au deuxième point de rappel généraux, un peu factuels, sur la guerre des paysans, mais tout en essayant toujours de souligner les questions méthodologiques et épistémologiques qui me paraissent importantes dans cet épisode. La guerre des paysans, donc une des plus grandes révoltes populaires qu'a connue l'Europe moderne, et voire l'Europe d'Ancien Régime. Elle mobilise des dizaines, peut-être des centaines de milliers d'insurgés, même s'il est évidemment très difficile d'évaluer la participation. Selon certains historiens, la répression aurait fait jusqu'à 75 000 morts. Et c'est en tout cas l'une des plus grandes révoltes qu'ait connue l'Allemagne. Il n'y en aura pas d'autres de cette envergure jusqu'en 1848. Alors on retrouvera, tout à l'heure je vous en parlerai, Friedrich Engels passe énormément de temps à comparer 1525 et 1848. On la date de 1525, mais en général, on y intègre quand même un ensemble de soulèvements sur une séquence un peu plus longue, 1524-1526, avec un point d'orgue des affrontements entre janvier et juillet 1525. L'épisode touche une grande partie du Saint-Empire romain germanique, et même de régions qui n'en font pas partie, donc de l'Alsace à la Thuringe,
aux pays autrichiens en passant par la Somme. Je ne sais pas si vous avez la carte de l'Allemagne suffisamment en tête pour voir où sont toutes ces régions. Le Saint-Empire est, lui, j'y reviendrai tout à l'heure, mais une structure politique caractérisée par une forme extrêmement morcelée. Et la première singularité de cette révolte, c'est de fédérer des insurgés au-delà de cette mosaïque de territoires, en venant, comme je le disais, réactiver un peu partout un contexte contestataire local. Dès les années 1500-1510, il y a un certain nombre de soulèvements importants, dans les campagnes, mais aussi dans les villes, parce que comme son nom ne l'indique pas, la guerre des paysans est aussi un ensemble de révoltes urbaines. Donc ce qui la singularise, deuxième point, c'est aussi de fédérer des contestations diverses et dispersées géographiquement, et qui plus est de fédérer villes et campagnes autour de mots d'ordre communs. Là où les autres motifs de contestation habituels, comme la fiscalité ou les subsistances, ont plutôt tendance à appuyer sur les divergences d'intérêts entre les mondes urbains et les mondes ruraux. Ici, ce qui rend possible cette unification et cette convergence des intérêts, c'est la réforme luthérienne, dont on date traditionnellement le déclenchement de 1517 avec l'affichage des 95 thèses de Wittenberg. Les principaux fondements de la réforme sont transmis auprès des sujets par un certain nombre de passeurs, d'intermédiaires à la fois sociaux et culturels, non sans être transformés au passage au moment de cette retraduction dans un autre univers social qui n'est plus celui des théologiens. Et on a donc qui émerge à ce moment-là tout un tas de figures de prédicateurs, dont certains sont très célèbres, comme bien sûr Thomas Müntzer, d'autres un peu moins connus, comme Christoph Schappeler à Memmingen, je reviendrai sur lui tout à l'heure, qui ont joué un rôle déterminant. La révolte donc articule des motifs religieux et des revendications à la fois sociales, économiques et politiques, c'est aussi quelque chose de relativement, pour le coup, habituel dans un certain nombre de révoltes, mais elle montre une réappropriation des nouvelles normes religieuses issues de la réforme luthérienne par des univers sociaux dont je crois on n'avait absolument pas prévu qu'ils s'en saisiraient dans ce sens-là. Je crois que ça crée une grande surprise chez un certain nombre d'élites sociopolitiques du Saint-Empire qui sont quand même habituées à voir la paysannerie ou les classes populaires de manière générale comme une cire molle. C'est une expression d'un historien français, Alain Corbin, qui travaillait sur le 19e siècle, et qui, je crois, convient tout à fait au-delà. Voir les classes populaires comme une cire molle, c'est les voir comme une matière sur laquelle on peut imprimer à peu près ce que l'on veut, comme un seau de cire, et qui donc sont manipulables, mais incapables d'autonomie à la fois intellectuelle ou politique. Une des grandes questions posées par l'historiographie, c'est justement de savoir si, ou disons dans quelle mesure, cette réappropriation des normes de la réforme luthérienne est tactique ou pragmatique, ou dans quelle mesure elle relève de l'enthousiasme, de l'exaltation, ou, pour le dire comme Engels, de l'idéologie. En tout cas, la guerre des paysans est aussi un bon exemple pour mettre à distance toutes les explications causales simplistes des révoltes populaires. Ce qu'un historien anglais des années 1970, C.P. Thompson, fustigeait comme des visions abrégées dans un récit où, jusqu'à la Révolution française, je le cite, les classes populaires font des intrusions occasionnelles et spasmodiques dans le canevas de l'histoire. Qu'est-ce qu'il reproche à ces interprétations ? On y voit des gens qui se révoltent parce qu'ils ont faim ou parce que l'impôt est trop lourd. Thompson nous dit, on voit le peuple qui réagit à des stimuli, et ça reconduit justement ce topos d'un peuple ramené à son corps, c'est le ventre creux qui les pousse à l'action. Contre cette vision, Thompson montre que les insurgés, alors lui il parle du XVIIIe siècle, mobilisent en fait des valeurs, une éthique, des normes au nom desquelles ils se révoltent. Je crois que la guerre des paysans est précisément un magnifique poste d'observation de cette question-là. Ces paysans et petits artisans urbains, sont capables d'actions de grande envergure, d'une organisation minutieuse, aussi bien politique que militaire, et ils sont tout à fait capables d'articuler des revendications. Deuxième point de contexte, la réforme luthérienne intervient dans un moment politique et institutionnel très particulier.
Le Saint-Empire romain, qui depuis 1486 est dit de nation allemande, c'est relativement récent encore en 1525, est donc cet organisme politique un peu étrange, un juriste du XVIIe siècle le qualifiera même de monstrueux, un empereur élu, en l'occurrence Charles Quint depuis 1520, qui règne sur un ensemble d'environ 300 principautés, comtés, seigneuries, villes libres, parmi lesquelles quelques très grandes puissances, la Saxe, la Bavière, le Wurtemberg. On a également des princes laïcs et des princes ecclésiastiques qui sont nombreux. Le pouvoir politique et économique de l'Église catholique dans l'Empire est particulièrement important. Elle a de nombreux privilèges fiscaux et possède un nombre tout à fait impressionnant de terres. C'est donc un pouvoir matériel, économique et politique considérable. Et il y a une rivalité politique et fiscale entre princes laïcs et princes ecclésiastiques que la réforme luthérienne vient réactiver. C'est une période qui est marquée aussi par d'importantes réformes institutionnelles et les dernières tentatives pour essayer d'asseoir une autorité de l'empereur directement sur les populations de l'Empire. On crée par exemple un impôt d'empire direct, le denier commun, qui doit être prélevé directement sur les sujets. C'est la dernière fois, ce sera un échec. On crée aussi les deux plus hautes juridictions de l'Empire, le tribunal de la Chambre impériale et le tribunal impérial-aulique. On proclame la paix perpétuelle en interdisant les fêtes, c'est-à-dire ces guerres privées et nobiliaires. Et donc, on est dans une séquence où l'empereur essaye, mais ce sera en vain, d'établir un monopole fiscal, un monopole judiciaire et un monopole de la violence physique légitime. Le Saint-Empire ne parviendra pas à se construire comme État au sens de l'État moderne, et c'est au niveau des territoires de l'Empire, les 300 et quelques principautés comptées, alors pas tous, mais les plus gros d'entre eux, que se construira la souveraineté ou son équivalent germanique. Donc la réforme et la guerre des paysans interviennent dans ce contexte à la fois d'équilibres sociaux et de rénovation politique en pleine transition. Nouvel équilibre des pouvoirs entre l'empereur et les États de l'Empire, nouvel équilibre aussi entre princes laïcs et princes ecclésiastiques. Et pour comprendre la guerre des paysans, il faut aussi être conscient de l'ensemble de cet équilibre des forces, parce que ces différents niveaux de pouvoir sont étroitement interdépendants. Le niveau des relations paysans-seigneurs n'est pas indépendant, pour le dire autrement, du niveau des relations entre les princes et l'empereur, ni même sans doute au-delà. Donc cette société d'empire, elle est constituée par tout un réseau d'interdépendance. Je crois que ça fait partie des choses que Friedrich Engels avait réussi à relativement bien identifier dans son ouvrage. Alors je ne reviens pas sur le contenu théologique, ni sur les modalités de la réforme luthérienne, ni sur le bras de fer qui s'instaure avec l'empereur, mais simplement le déclenchement de la guerre des paysans, qui donne à la réforme une coloration quand même de subversion sociale et politique très forte, représente un risque énorme pour Luther, le risque de s'aliéner le soutien des princes laïcs sur lesquels il compte. Il est protégé par l'électeur de Saxe, et il risque donc de voir la base et le public auquel il s'adresse faire défection. Il s'oppose donc très vigoureusement, à la fois pour des raisons théologiques et pour des raisons politiques, à l'usage fait par les paysans de ces thèses, et il rédige ce pamphlet très violent. Alors, de manière générale, la langue pamphlétaire de l'époque est une langue d'une extrême violence. Ce pamphlet, donc intitulé « Contre les hordes de paysans voleurs et meurtriers », wieder die räuberischen und mörderischen Ratten der Bauern, qui appelle sans embâche au massacre, avec cette phrase qui est restée célèbre, il faut les pulvériser, les étrangler, les égorger, alors laissez les paysans, les égorger en secret et en public dès qu'on le peut, comme on doit le faire avec des chiens fous. Alors on retrouve bien l'animalisation et l'irrationalité des chiens fous. Si vous tombez dans la lutte, vous n'aurez jamais de mort plus sainte. Donc une mise à distance est extrêmement virulente. Et de fait, la réforme s'accompagne d'une augmentation progressive du nombre des soulèvements, en particulier dans un premier temps dans les villes. On a 16 révoltes urbaines en 1521, 52 en 1522, 44 en 1523, 40 en 1524 et 51 en 1525. Comme il est impossible
impossible de raconter la guerre des paysans, dans son ensemble et surtout dans le temps qui m'est imparti, je vais quand même en arriver aux questions historiographiques. Je vais juste, avant d'en venir aux grandes interprétations, m'appesantir un tout petit peu sur les 12 articles, qui font partie, je crois, de ces textes qui ont largement, comme je disais tout à l'heure, interpellé, ému, interrogé un certain nombre d'historiens et d'historiennes. Les 12 articles sont élaborés à Memmingen. Memmingen est une ville libre d'empire, ça signifie qu'elle dépend immédiatement de l'autorité de l'empereur et qu'elle n'est soumise à aucun autre prince. Il n'y a pas de niveau intermédiaire entre la ville et l'empereur. À Memmingen, conformément à ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des tensions depuis la fin du XVe siècle, des contestations, et en 1518, il y a une révolte de l'ensemble des corps de métier contre le conseil urbain. C'est quelque chose de très classique dans l'histoire urbaine de l'époque moderne. Un certain nombre de corps de métier aspirant à une meilleure représentation au sein des institutions municipales. Depuis 1516, le pasteur Christoph Schappeler prêche à Memmingen et il obtient une audience de plus en plus importante, y compris parmi les communautés rurales environnantes. Il affirme que la dîme ne peut être justifiée par les Écritures, que les riches sont punis avec plus de clémence que les pauvres, etc. Le conseil urbain l'enjoint à plusieurs reprises à la modération parce qu'il est accusé d'attiser la sédition. Alors on est toujours dans cette perspective où la foule est manipulable, et ici donc manipulée par le pasteur. En 1524, les paysans de Memmingen et une partie des citadins refusent de payer la dîme. Et le schéma des insurrections, comme très souvent, obéit à la même logique. Une action de répression des autorités va entraîner une radicalisation de la révolte. Ici, on fait arrêter et on emprisonne un maître boulanger, et aussitôt, plusieurs centaines de bourgeois se rassemblent sur la place du marché et forment un conseil organisé par corporation. Là encore, ça nous sert aussi à illustrer ce que je disais tout à l'heure sur le haut degré de sophistication organisationnelle de la révolte, en quelque sorte, qu'il ne faut vraiment pas réduire à ces moments de conflit et d'affrontements armés. Comme presque toutes les révoltes dans ce régime, elles se caractérisent par un très fort légalisme, une organisation rigoureuse, et puis une forme aussi de mimétisme par rapport aux institutions existantes. Elles ont été jugées défaillantes et c'est pourquoi on les recrée en quelque sorte, mais pour les faire agir dans le sens qu'on voulait. Les insurgés exigent, outre la libération immédiate de leur boulanger, ils exigent également des prêtres sans adjonction humaine et le droit de décider d'un certain nombre d'affaires confessionnelles. On voit bien là comment la réforme vient se greffer sur un conflit qui est un conflit de longue durée à Memmingen. Conséquence de cela, quand les soulèvements paysans commencent en Souabe, Memmingen devient un des lieux centraux à la fois de rassemblement et d'organisation des paysans. C'est de ce moment-là que datent les 12 articles, février-mars 1525, qui sont élaborés alors, parallèlement à un autre texte, qui est un texte d'organisation militaire, l'ordonnance de la Ligue. Ces 12 articles, et c'est peut-être la dernière chose que je voudrais dire avant d'en venir aux grandes interprétations, ces 12 articles qui font partie de ces manifestes de révoltés. On en a un certain nombre pour l'époque moderne. On en a, par exemple, pour une révolte en Bretagne au XVIIe siècle. On n'en a pas pléthore, mais on en a quand même quelques-uns ici et là. C'est pas du tout un apax, mais ça reste une forme d'écriture qui est rare. Pourquoi ? Parce que je crois que ce genre de texte est caractéristique d'un moment où précisément les sujets vont rompre avec l'attitude ordinaire qui est celle de la déférence et du suppliant. La communication ordinaire entre des sujets et leur autorité, c'est la supplique ou la doléance. Ce sont des formes qui supposent de se mettre dans une position d'humilité et qui mettent l'autorité, à l'inverse, en position de dispenser ou non, gracieusement et arbitrairement, ce qui lui est demandé. Les articles, par opposition aux suppliques ou aux doléances, ne demandent pas, ils édictent des normes. Ils édictent des normes de surcroît qui, ici, redéfinissent l'organisation sociale, religieuse, économique et politique. On a un peu la même chose avec le code paysan en Bretagne au XVIIe siècle. Donc des
paysans ou des insurgés qui édictent des normes qui se posent en concurrente de celles qui sont produites par les autorités et qui entendent les leur imposer. On est à un niveau de subversion et de bras de fer, en quelque sorte, qui n'est plus du tout le même que dans la supplique ou dans la doléance. Ce texte, il est également imprimé, c'est une de ses grandes originalités aussi, au moins 20 impressions en moins de 2 mois, 24 au total. Il est donc diffusé très largement. C'est un des éléments qui va contribuer au décloisonnement de l'insurrection. 20 à 25 impressions, ça fait de ce texte, si on suit Thomas Kaufmann, dont je reparlerai tout à l'heure, l'un des textes, l'un des plus grands succès de l'ère de la Réforme, en tout cas plus que le texte de Luther qui, à cette date, a été le plus reproduit. Il s'agit du Sermon des Indulgences et de la Grâce de 1518. Il faut bien avoir en tête que la circulation d'un texte à cette époque-là ne se limite pas du tout à ceux qui savent lire. Les textes sont lus à haute voix, placardés, recopiés. La circulation se fait oralement sur la base du texte écrit. Il ne faut pas du tout imaginer les pratiques de lecture comme on les a aujourd'hui, c'est-à-dire individuelles, privées, intimes, etc. La lecture est toujours publique, enfin, la plupart du temps. Sur le contenu, ça fait partie de ces textes qui résonnent quand même de manière très singulière parce qu'ils créent ce sentiment en partie faux et que pour une part il faut mettre à distance de proximité très forte et immédiate, alors qui est renforcé dans les traductions françaises par le fait qu'on n'a pas la mise à distance d'une langue ancienne. Et c'est un texte qui... c'est un texte d'une grande charge politique, sociale et revendicative, et qui légitime chaque article par l'écriture. En légitimant chaque article par l'écriture, les sujets, et j'en reviens à la question que je posais tout à l'heure, évidemment à la fois montrent leur très grand attachement à une éthique, pour revenir à ce que disait Thomson, ils édictent des normes et ils entendent les fonder dans une éthique. Il y a aussi bien sûr une dimension tactique, qui est que cette norme de l'écriture, c'est une norme absolue, c'est une norme intangible, c'est une norme supérieure à n'importe quelle autorité temporelle. C'est donc une norme inattaquable. Vous nous affranchirez certainement en votre qualité de vrais et d'authentiques chrétiens, ou vous nous montrerez dans l'Évangile que nous sommes serfs. Sur le plan tactique, c'est imparable. L'ensemble des 12 articles met en cause à la fois le système de domination et de prédation seigneuriale, laïque et ecclésiastique, la corvée, le cens, la seigneurie banale, les droits de mutation, c'est-à-dire toutes ces redevances qui sont prélevées à chaque transaction foncière, à chaque décès, à chaque conclusion, à chaque cession d'une terre, par exemple. Le servage, l'interdiction de la chasse, et deuxièmement, ces articles réclament une refonte de la communauté d'habitants et de la paroisse, c'est le même terme en allemand, la Gemeinde, la question des terres communales, de la rémunération des pasteurs par la grande et par la petite dîme, et de leur mode de désignation. Donc, ce qui se joue dans la guerre des paysans, comme dans la plupart des révoltes populaires d'Ancien Régime, c'est une forme de lutte à la corde pour la définition des termes du pouvoir, pour la définition de la place de chacun dans le monde social et politique, et pour l'encadrement des formes de prédation les plus extrêmes. Mais si on observe le temps long des interprétations de la guerre des paysans, on s'aperçoit de la très grande plasticité de l'objet. J'en viens donc à ces grandes interprétations. La première période est plutôt marquée par une forme de damnatio memoriae, on n'en parle plus. J'ai travaillé, moi, sur les régions de Saxe et de Thuringe qui ont été au cœur du conflit. La grande bataille de Frankenhausen, par exemple, dans le territoire des comtes de Schwarzbourg. Il y a tout un tas de révoltes populaires, y compris rurales, au XVIIe et XVIIIe siècle, mais personne ne fait absolument plus référence à la guerre des paysans. On n'en parle pas, ça n'existe plus, ça a disparu de la mémoire collective dans ces régions-là. Quand l'épisode est mentionné, c'est avant tout au titre du clivage confessionnel, il est interprété dans le cadre du clivage confessionnel.
les catholiques rendent la réforme protestante responsable du tumulte et de la division de la nation. Les protestants en rendent responsable le faux prophète et archidiable Thomas Müntzer. Alors au XVIIIe siècle, on a un certain nombre d'histoires locales qui se multiplient et qui mentionnent parfois ces événements, mais de manière significative, le premier grand travail historique qui traite toute la guerre des paysans date de 1795. On le doit à un certain Georg Sartorius, qui est professeur dans l'une des plus grandes universités en Allemagne à la fin du XVIIIe siècle, Göttingen, et qui est également le traducteur de La richesse des nations d'Adam Smith. Il a été à Paris pendant la Révolution, et cette première grande histoire de la guerre des paysans, elle a vocation à servir d'avertissement à l'Allemagne, et en particulier à ses couches dirigeantes, contre les dangers qui guettent. On a tout un discours qui se met en place à ce moment-là, d'ailleurs, au moment de la menace de la contagion révolutionnaire venue de la France. Tout un discours qui se met en place sur le Saint-Empire comme monument de justice achevée, avec ses institutions parfaites, où les conflits se régleraient pacifiquement devant les tribunaux, et où donc une situation révolutionnaire comme celle de la France serait impensable. En aval de la période révolutionnaire, deux évolutions concourent à modifier légèrement le regard, enfin légèrement, plus que légèrement, le regard sur la guerre des paysans. Comme souvent, on a de manière concomitante une découverte documentaire et un changement de regard, pas du tout par hasard, hein. C'est bien le changement de regard qui en général rend possible qu'on découvre des documents nouveaux que jusque-là on avait vus sans les voir. Alors Ferdinand Friedrich Höxle découvre les plans de réforme de l'Empire de Wendell Hitler, là on est en 1830. Wendell Hitler, c'est une de ces figures ambivalentes, il était surnommé le chancelier paysan, der Bauernkanzler. C'est un ancien juriste des comtes de Hohenlohe, donc il est dans la bureaucratie, dans le personnel administratif d'une maison de comtes d'Empire, et il s'est brouillé avec ses patrons, de sorte qu'il se met au service des bandes paysannes de la vallée du Neckar. Alors c'est lui aussi qui aurait eu l'idée du Parlement paysan à Heilbronn, qui a siégé une seule fois, le 12 mai 2025, pardon. Le 12 mai 1525, à Heilbronn, donc, avec une représentation institutionnelle des bandes de Franconie, de Souabe, du Rhin et d'Alsace. Il est auteur également d'un plan de refonte institutionnelle de l'Empire. Ça c'est important, pourquoi? Parce que ça permet de ne plus voir justement les hordes déchaînées et sanguinaires du pamphlet de Luther, mais tel qu'en 1830 on peut se mettre à l'imaginer, un peuple en armes, allié à la bourgeoisie lettrée, est capable de penser le bouleversement des institutions politiques. Vous voyez bien le décalque qui s'opère entre le contexte post-Révolution française et la redécouverte de ces documents. Deuxième jalon en aval de la séquence révolutionnaire, la grande fresque de Wilhelm Zimmermann, qui est publiée en 1842 et qui sert notamment de matière première à Engels, hein, il le dit au tout début, c'est parfois à la frontière du plagiat. 1842, en France, par exemple, c'est le moment où Michelet achève de publier la première partie de son Histoire de France, celle qui porte sur le Moyen-Âge. Donc on est toujours dans cette séquence où on reste très marqué par l'irruption du peuple comme acteur majeur de la transformation historique. Et donc, chez Zimmermann, comme chez Michelet en France, on a un intérêt nouveau pour cet acteur collectif, qui se traduit par un regard beaucoup plus empathique, qui va penser comme une force positive l'irruption populaire. Alors, a fortiori, quelqu'un comme Zimmermann, qui est un théologien protestant, mais qui est aussi un député au Parlement de Francfort, l'Assemblée de 1848, qui au départ était un partisan de la monarchie constitutionnelle, et qui rapidement est conquis aux idées démocratiques. On a donc à partir de là, dans le monde germanophone, deux traditions historiographiques parallèles qui correspondent à deux grands camps politiques, alors si on veut bien faire abstraction quand même de mille et une nuances, hein, mais qui se maintiennent pendant une bonne partie du XIXe et même une partie du XXe siècle. D'un côté, on a les tenants de la monarchie, et en Allemagne, au XIXe siècle, c'est là qu'on trouve les historiens professionnels.
en tout cas les grands noms. Ceux qui professionnalisent la discipline historique dans la seconde moitié du XIXe siècle, contrairement à ce qui se passe en France, où on va avoir au contraire des historiens républicains au service de l'État. En Allemagne, ce sont majoritairement des conservateurs, Leopold von Ranke, Heinrich von Treitschke, un peu plus tard Georg von Below. Ce sont des historiens qui se mettent au service de la construction de l'État national prussien, qui sont tenants d'une petite Allemagne autour de la Prusse, qui sont nationalistes, qui pour certains, comme Treitschke, sont aussi violemment antisémites. Et chez ces historiens-là, la guerre des paysans est vue avant tout comme un conflit religieux et politique qui est venu diviser la nation allemande, maintenue artificiellement dans l'archaïsme et dans le morcellement par cet empereur catholique qu'on exècre. Donc c'est cette historiographie qu'on a appelée borussienne, c'est-à-dire qui est tout entière orientée vers l'avènement de la nation allemande grâce à la Prusse. De l'autre côté, on a les tenants de la démocratie et de la République, et puis les socialistes, Engels, puis dans son sillage toute l'histoire marxiste, qui s'inscrit dans cette lignée. Alors la lignée des historiens socialistes, ce n'est pendant très longtemps, quasiment jusqu'à 1945, quasiment, en Allemagne, ce n'est pas une histoire qui est pratiquée par des universitaires. Donc à l'inverse du premier pôle que j'ai défini, c'est plutôt une histoire militante, tournée vers des profanes et vers l'éducation populaire. En 1850, donc, Friedrich Engels publie son Histoire de la guerre des paysans, qui commence par ces mots: « Le peuple allemand a lui aussi ses traditions révolutionnaires ». On est 2 ans après l'échec de la Révolution de 1948, et il me semble que ce texte a 3 fonctions principales. La première, c'est explicite, Engels veut doter l'Allemagne d'une mémoire révolutionnaire. Comme la France et comme l'Angleterre, l'Allemagne a eu sa révolution et peut s'y référer. Je le cite: « Le moment est venu, en face du relâchement actuel qui se manifeste presque partout, après 2 années de lutte, de présenter à nouveau au peuple allemand les figures rudes mais vigoureuses et tenaces de la grande guerre des paysans. » Donc, on veut regonfler le moral des troupes, mais aussi construire une mémoire collective révolutionnaire. Deuxième chose, plus importante scientifiquement qu'il fait dans cet ouvrage, il compare la situation, il compare en permanence la situation de 1848-1850 avec celle de 1525. Ça, c'est intéressant pour moi parce que c'est une manière d'utiliser le passé, non pas comme genèse du présent, comme on en est arrivé là, ni à proprement parler pour tirer des leçons d'histoire, mais pour faire des analogies et pour réfléchir en quelque sorte à des grandes structures, des grandes configurations dont on pourrait essayer de regarder les ressemblances et les dissemblances, les analogies et les différences. Je le cite encore. 3 siècles se sont écoulés depuis et bien des choses ont changé. Et cependant, la guerre des paysans n'est pas si loin de nos luttes d'aujourd'hui et les adversaires sont en grande partie restés les mêmes qu'autrefois. Les classes et fractions de classes qui ont trahi partout en 1848 et 1849, nous les retrouvons dans le même rôle de traîtres déjà en 1525. Donc son but, j'ai pas choisi le passage le plus subtil, c'était vraiment pour vous montrer voilà, c'est parfois un peu au rouleau compresseur. Son but est donc de déceler des réitérations et de mobiliser le passé pour comparer avec le présent et en particulier comparer le rôle de chacun des groupes sociaux. Thomas Müntzer, par exemple, est une sorte d'avant-garde éclairée, trop en avance sur son temps pour être reconnu et pour réussir à guider le prolétariat. Troisième fonction de ce texte, je crois que Engels essaye aussi de tester, disons plus exactement de mettre à l'épreuve, la théorie du matérialisme historique, dont la première formulation remonte à 1844, donc ça fait 6 ans quand il a publié La guerre des paysans, mais sans avoir été encore publiée. La guerre des paysans, c'est donc aussi, j'ai l'impression, le sentiment à la lecture de ce texte, une manière de passer la théorie à l'épreuve d'un cas concret et historique, et d'essayer, de réfléchir, de regarder en le faisant passer au moulin de la réalité, dans quelle mesure ça fonctionne. Pour moi, il y a quelque chose d'assez expérimental dans ce texte. Et j'insiste là-dessus parce que précisément, je vais y revenir dans un instant, mais les usages ultérieurs de ce texte qui ont pu être des usages très dogmatiques, qui en ont fait un peu une orthodoxie,
sont en décalage avec cette dimension un petit peu expérimentale. Alors donc, si en 1930, à l'occasion d'une retraduction de la guerre des paysans, Lucien Febvre intitule son compte-rendu de la guerre des paysans d'Engels un livre périmé, il pose la question de savoir si ce livre est utile et il conclut sa recension en disant « Pour connaître Engels, oui, pour connaître la guerre des paysans, c'est une plaisanterie. » Mais, car il y a un mais, si en 1930, l'ouvrage d'Engels est encore limité à des usages principalement non professionnels de l'histoire, 20 ans plus tard, il devient une référence centrale de toute l'historiographie marxiste, en particulier dans les pays se réclamant du socialisme réel, et tout particulièrement en Allemagne de l'Est, où la guerre des paysans est érigée en lieu central de la mémoire collective et où les meneurs comme Thomas Müntzer deviennent des héros nationaux avec des billets de banque à leur effigie, des rues à leur nom, etc. etc. L'ouvrage d'Engels change donc à ce moment-là complètement de statut. Et il devient une doxa, il devient une orthodoxie, mais également, dans le même temps, une référence scientifique incontournable. Et donc, aujourd'hui, pour revenir au texte, je crois qu'il faut essayer de le lire en se débarrassant de cette couche d'orthodoxie. À mon avis, c'est un texte qui pose énormément de questions qui vont devenir par la suite absolument centrales dans les sciences humaines, par la suite, je veux dire après 1850. Et je vais en retenir une seule, c'est la question de la place de la religion dans la mobilisation collective. Mais avant de développer un tout petit peu cette question-là, je cite rapidement les quelques questions qui, me semble-t-il, ce texte permet quand même de poser. La question de la manière dont se constitue un groupe social, et notamment, quelle est la place du sentiment d'appartenance, ce qu'Engels s'appelle la conscience de classe, mais c'est ça dont il s'agit. Comment est-ce qu'on définit ces groupements et selon quels critères? Ça devient une question centrale de toute la sociologie. La question de l'unité nationale allemande aussi, qui est une question politique brûlante en 1850, et qu'Engels rétro-projette en partie sur le Saint-Empire du début du XVIe siècle. On est quand même dans une période où la Prusse n'a pas encore gagné cette bataille, donc il y a toute une réflexion sur la trajectoire singulière de l'histoire allemande par rapport au reste de l'Europe, qui est aussi tout à fait intéressante dans cet ouvrage-là. Ou encore le simple fait de penser que ce qu'il appelle les idéologies, c'est-à-dire les représentations du monde, dépendent de la position sociale des acteurs et des groupes. C'est tout un tas de démarches qui, en fait, sont tout à fait innovantes. Alors, un des grands reproches qu'on a fait au texte d'Engels, c'est en fait un reproche qu'Engels s'est adressé à lui-même un peu plus de 40 ans après la première édition de la guerre des paysans, c'est de n'avoir pas suffisamment tenu compte des logiques proprement religieuses et de la motivation des insurgés. De fait, dans son texte, la religion apparaît comme le masque des intérêts matériels. Je le cite. Si ces luttes de classe portaient à cette époque un signe de reconnaissance religieuse, si les intérêts, les besoins, les revendications des différentes classes se dissimulaient sous le masque de la religion, cela ne change rien à l'affaire et s'explique facilement par les conditions de l'époque. On n'en saura pas beaucoup plus. Donc effectivement, il y a une grande faiblesse de ce point de vue-là, qui est la difficulté à prendre en charge les représentations des insurgés, à les prendre même au sérieux, je dirais. À décharge, la première chose que je voudrais souligner, c'est qu'il s'agit, notamment pour Engels à ce moment-là, d'opérer un déplacement par rapport à tout un tas d'histoires qui jusque-là présentent justement la guerre des paysans avant tout comme un conflit confessionnel. Chez Ranke, donc dans son histoire de la réforme allemande de 1839, la mobilisation des paysans relève avant tout d'une logique théologique et confessionnelle. Donc le but chez Engels, c'est aussi bien sûr de tordre le bâton un peu dans l'autre sens et de déceler un certain nombre de mécanismes qui sont insuffisamment mis au jour, en soulignant qu'il n'y va pas seulement de questions théologiques. Mais de manière plus générale, et je pense que ce retour critique sur la réception de ces travaux est aussi à prendre en considération, de manière générale, dans les années 1890, il va insister régulièrement sur, il va s'inquiéter régulièrement du fait que ces travaux, comme ceux de Marx, sont réduits à de pures et simples causalités économiques. Et il le dit bien dans un certain nombre de lettres, ils ont voulu insister sur l'importance des facteurs économiques, sans jamais, bien sûr,
les réduire au seul facteur économique. Alors comme j'ai été un peu longue, je termine en évoquant quelques grands jalons interprétatifs du XXe siècle, et puis quand même quelques mots sur les orientations très récentes liées aux commémorations des 500 ans. On a, dans les années 1930, une veine d'interprétation völkisch nazie avec celui qui, encore très récemment, était présenté, vraiment pas si longtemps que ça, comme un des plus grands historiens allemands et comme l'un des pères fondateurs de l'histoire sociale. Je parle de Günter Franz, donc membre du NSDAP et de la SA dès 1933, formateur dans la SS où il rédige des brochures historiques, puis donc Hauptsturmführer, et c'est quelqu'un qui va jouer un rôle très important dans les services de renseignement. Il fait partie de la garde rapprochée de Rosenberg. Sa guerre des paysans est avant tout politique. Les paysans se soulèvent pour défendre leurs anciens droits germaniques contre le droit romain et contre la religion romaine, qui sont perçus, qui sont analysés par Günter Franz comme des importations étrangères et occidentales. Il n'y a plus rien d'économique dans la guerre des paysans, ni d'ailleurs plus grand-chose de théologique. Alors c'est quelqu'un qui a énormément travaillé sur les textes, qui a mobilisé d'énormes corpus d'archives, qui a édité également beaucoup de documents, donc il y a une très grande légitimité professionnelle de ce fait. Il n'en reste pas moins que son interprétation de la guerre des paysans, en tout cas dans la version non expurgée de 1933, parce qu'après il a évidemment remanié après-guerre, son interprétation reste vraiment très Blut-und-Boden. On est vraiment dans une interprétation extrêmement compatible, il y a un certain nombre d'historiens qui sont attachés à montrer, extrêmement compatible avec les vues nazies. Alors il est évincé quelque temps après 1945, et puis il retrouve une chaire à la fin des années 1950, en se contentant d'affirmer que son engagement nazi n'a eu strictement aucune influence sur son travail d'historien, et globalement, cette explication a été parfaitement acceptée par la profession. Alors on est aussi dans le cadre, évidemment, des deux Allemagnes et de la concurrence avec l'Allemagne de RDA. Et concurrence mémorielle très forte pour l'appropriation de la guerre des paysans comme enjeu entre les deux Allemagnes. Günter Franz, c'est quelqu'un qui a joué un rôle académique central et qui a exercé une influence majeure sur toute l'histoire rurale de la RFA jusqu'aux années 1970. Et en particulier, il a exercé une influence majeure sur la deuxième grande figure de l'histoire de la guerre des paysans à RFA, qui a été Peter Blickle, qui était son assistant, et qui a supervisé, par exemple, le volume en l'honneur de ses 80 ans, des 80 ans de Günter Franz, en 1982. Peter Blickle, lui, présente la guerre des paysans, et vous allez voir encore une fois comment il y a toujours cet usage politique qui semble coller à la peau de la guerre des paysans. Peter Blickle présente la guerre des paysans comme une révolution de l'homme du commun. Alors ça, c'est une manière de récuser l'historiographie marxiste qui, elle, reprend l'expression d'Engels de révolution pré-bourgeoise. Et Blickle, qui a été vraiment l'historien dominant de la guerre des paysans dans les années 1970-90 en Allemagne, propose un certain nombre de concepts autour de ça, l'homme du commun, le communalisme, avec cette idée, pour le dire vite, qu'il y a une organisation autonome des sujets qui est parallèle à la seigneurie et qui lui permet de battre en brèche le modèle marxiste du féodalisme, et en quelque sorte une organisation endogène dont il fait, il le dit un peu dans certains ouvrages, une sorte de forme précurseur de la démocratie. Donc, on est en pleine guerre froide, on est en plein conflit entre les deux Allemagnes, et on a cette fois un historien qui fait plus ou moins de la commune paysanne la matrice de la démocratie libérale. Vous voyez comment chaque fois on peut refléter quasiment comme dans un miroir le contexte politique dans l'interprétation de la guerre des paysans. Encore une fois, il ne faut pas voir ces imprégnations politiques et idéologiques des historiens comme une science de mauvaise foi, ni comme des manipulations malhonnêtes. J'y insiste un peu, c'est une dimension inévitable du travail historique, mais c'est particulièrement frappant, je crois, sur la guerre des paysans. Je crois en revanche que les historiens marxistes, et en particulier il y a eu d'excellents historiens aussi en RDA, ne commettent pas plus d'anachronismes que leurs homologues libéraux ou conservateurs. Je finis rapidement sur quelques travaux importants qui sont parus en 2024-25 pour
j'essaie de garder mon fil interprétatif pour vous montrer les accents mis ici ou là dans l'interprétation du phénomène. Alors l'idéal Roper, qui a voulu restituer les espoirs, les représentations, les aspirations des révoltés, qui va voir la guerre des paysans comme une sorte de moment utopique. Alors, la question qu'elle pose est qu'est-ce qu'on ressent en participant à une révolte? Wie fühlt es sich an einem Aufstand teilzunehmen? Évidemment, vu l'état des sources, elle ne peut pas répondre à partir de la documentation, et alors c'est quelqu'un qui du coup va vouloir répondre en utilisant ce qu'elle appelle l'imagination historique. Voilà, on est sur une ligne de crête méthodologique, et elle fait en tout cas de la guerre des paysans une histoire de la liberté et de la fraternité, donc une approche très axée sur l'histoire des représentations et des mentalités, qui va donner quand même un peu plus de place aux considérations religieuses du coup qu'aux rapports de force matériels comme le servage, la prédation seigneuriale, etc. Mais c'est aussi un ouvrage qui a été très mal reçu dans l'historiographie allemande, qui a pointé un certain nombre de faiblesses à la fois interprétatives et méthodologiques, et puis un certain nombre d'erreurs factuelles. Complètement à l'opposé de ça, on a l'ouvrage de Gerd Schwerhof. Gerd Schwerhof qui affirme ne vouloir répondre à aucune question de recherche, ni analyser les causes de la guerre des paysans, ni reconstruire les mentalités des insurgés, mais revenir aux faits, aux événements, au déroulement des choses, ordonné de manière chronologique, ce qui, je crois, il ne le dit pas tout à fait comme ça, mais est une volonté justement de désidéologiser les interprétations dans une perspective un peu rankienne, hein, vous savez, c'est à Ranke qu'on doit cette formule wie es eigentlich gewesen, les choses telles qu'elles se sont véritablement passées. Troisième ouvrage, et je vais m'arrêter là, Thomas Kaufmann, qui interprète la guerre des paysans comme événement médiatique, avec évidemment l'importance décisive de l'imprimerie, donc il va déplacer complètement le curseur interprétatif du conflit social lui-même vers la communication, la médiation, et toutes les logiques à la fois discursives et iconographiques qui participent à construire l'événement et à le représenter au sens propre. Ça, c'est une tendance, un courant très important des dernières décennies dans l'historiographie allemande, hein, qui s'est beaucoup intéressé à l'histoire de la communication et des médias. Je vais m'arrêter là étant donné l'heure. Je vous remercie pour votre attention et je suis évidemment à votre disposition pour les questions et la discussion. Raphaël Renaud pour cette présentation brillante ici. Et donc, il y a un temps de questions, je fais circuler le micro. Ceux qui veulent poser des questions, lèvent la main. Je leur tendrai le micro. Oui. Y a-t-il toujours en Allemagne des célébrations annuelles sur la guerre des paysans? Je sais que l'Allemagne de l'Est l'avait fait en 1975 avec la fresque de Toufflet, est-ce qu'il y a toujours, ou est-ce que c'est plus encore en ex-Allemagne de l'Est que la guerre des paysans reste inscrite dans la mémoire? Oui, alors merci pour cette question. Les Allemands aiment beaucoup les commémorations. De manière générale, beaucoup plus que chez nous, il y a des commémorations historiques très fréquentes. Et c'est vrai que 1975, il y avait eu déjà, par exemple, une inflation bibliographique énorme. Il n'y a pas de commémoration annuelle, mais là, effectivement, en 2025, il y a eu des documentaires, des séries télévisées, des parutions scientifiques, bien sûr, et qui reflètent, là encore, un certain nombre de préoccupations du temps. Il y a eu beaucoup de documentaires, je crois qu'il y en a un qui a été même sur Arte, qui était disponible en France aussi, sur les femmes dans la guerre des paysans. Voilà, tout un tas d'aspects qui étaient moins abordés auparavant. Quant à savoir s'il y a une différence, alors je n'ai pas analysé les commémorations de cette année, hein, donc j'aurais du mal à vous répondre sur la question de savoir s'il y a un déséquilibre Est-Ouest là dans les commémorations. En revanche, il y a quand même une chose qui est certaine, c'est que l'héritage de RDA fait que la guerre des paysans est présente, ne serait-ce que matériellement, dans l'espace public, dans les rues Thomas Münzer,
les institutions qui sont nommées d'après les héros de la guerre des paysans, le Panorama Museum, etc. Donc ça s'inscrit dans le paysage, ça s'inscrit dans des expériences matérielles que les gens font de manière quotidienne. Mais là, sur la répartition géographique des commémorations de cette année, je ne suis pas à même de vous répondre, mais je pense que bientôt des gens vont se pencher dessus. On aura des chiffres. Oui, juste deux remarques. La première, c'est pour, je pense qu'à l'époque, le début du XVIe, les gens se sont accaparés de la langue. Hein, c'est tout le moment de diffusion de l'imprimerie. L'apparition des Bibles, déjà début XVIe à Strasbourg, il y avait plein de Bibles pour les corporations. Donc il y avait accaparé les langues vernaculaires, en fait. Hein. Et pour l'histoire des bandes, apparemment à Strasbourg, il y avait une grosse diffusion du livre de Tacite sur les Germains, hein, qu'on traitait auparavant de barbares. Et Tacite, justement, relevait cette qualité, enfin, en qualité le peuple germanique. Donc je pense que les paysans ont été considérés pour autre chose que les barbares. Également, côté langue, on se souvient aussi que début XVIe, la Sorbonne empêchait toute traduction en langue vernaculaire. Donc on voit bien le pourquoi de la chose. Bien sûr, et merci beaucoup. La question linguistique, elle est centrale dans la réforme. Je ne l'ai pas évoquée là, mais c'est toute l'ambivalence. C'est qu'il y a, évidemment, en rendant accessibles les textes, on donne du pouvoir à ceux qui sont désormais en capacité de les recevoir. Les textes, les prêches, et donc il y a quelque chose. Je pense que c'est tout le paradoxe de cette séquence, c'est qu'il y a quelque chose d'extrêmement subversif dans la réforme luthérienne, mais dont la subversion telle qu'elle est reçue et pratiquée par les paysans insurgés est néanmoins inadmissible pour Luther. Et on est là encore sur une tension entre les deux. Cette question linguistique et cette question de l'accès au texte, elle est fondamentale. D'ailleurs, on n'en finira quasiment pas jusqu'à la fin du XIXe siècle avec cette question, puisque l'époque moderne est quand même truffée de réflexions sur la question de l'alphabétisation. Faut-il alphabétiser les gens massivement? Faut-il alphabétiser les femmes? Ne risque-t-on pas, avec cette idée que si on alphabétise, on risque de dissoudre l'ordre social? Cette idée que l'alphabétisation est une menace pour l'ordre, qui est tout à fait, probablement tout à fait critiquable. Je ne suis pas sûre qu'il y ait besoin d'être alphabétisé pour se révolter. La guerre des paysans en est d'ailleurs la preuve. L'immense majorité des participants sont analphabètes, ça ne les empêche ni de s'organiser ni de revendiquer. En revanche, détenir le pouvoir de l'écrit reste un enjeu absolument central, et le pouvoir de la langue dans la même. Je ne connaissais pas l'histoire de la circulation de Tacite à Strasbourg, mais c'est une magnifique anecdote. Oui, il faut quand même dire que les paysans étaient, et pas seulement les paysans, la majorité des populations européennes étaient analphabètes, bien sûr, mais je pense que, je ne pense pas, je sais que dans la guerre des paysans, il n'y a pas eu que des paysans et des artisans. Ces paysans avaient aussi été capables d'écrire de très belles lettres dans une très belle calligraphie. C'est grâce au professeur Bischoff que je sais ça, il nous a montré ça sur grand écran, et donc ils étaient épaulés ou bien ils demandaient l'assistance de gens lettrés qui pouvaient donc les aider pour la communication, plus bien sûr l'imprimerie qui s'était développée. D'autre part, j'aimerais vous demander pourquoi vous utilisez le mot de pasteur avant même que que les théories de Luther ne se répandent.
Alors, sur l'alphabétisation, évidemment, il y a tout un réseau d'intermédiaires culturels qui sont, mais qui permettent, qui ne sont pas là seulement dans les temps de révolte. Ça fait partie de l'ordinaire d'une communauté rurale ou urbaine que de fonctionner avec des intermédiaires culturels. Ce que je disais tout à l'heure sur la lecture à haute voix. Les textes circulent, les gens savent, sont informés. Je prends un exemple, on est en 1790, mais enfin les paysans saxons ne sont toujours pas alphabétisés. 1790, ils se révoltent en disant en fait la noblesse va être mise à contribution d'impôts. Ils sont parfaitement informés. Donc, il n'y a pas, on présuppose toujours, je crois, beaucoup trop d'étanchéité entre les univers sociaux dans les époques anciennes. En fait, ça circule. L'information circule, et elle circule grâce à tous ces gens. Alors, j'ai cité Wendell Rippler, mais il y en a tout un tas d'autres qui sont, et les Thomas Müntzer, et les Christophe Schappeler, etc. Il y en a tout un tas d'autres. Sur l'utilisation du terme de pasteur, je ne sais plus à quel moment vous faites référence. Donc, oui, tout au début, vous utilisiez le terme de pasteur. Je pense qu'à ce moment-là, il s'agissait encore de curé, de responsable oui, de paroisse. oui. Enfin, c'est la traduction de Pfarrer, mais oui, c'est pour ça. C'était des pasteurs, mais pas protestants encore, voilà. J'ai une petite série de questions, mais dont une, en effet, sur les pasteurs, c'est que dans les 12 articles, alors est-ce que justement c'est des mauvaises traductions, mais les traductions françaises, souvent il y a écrit pasteur. Du coup, je me suis toujours posé cette question, pourquoi il y avait écrit pasteur. Mais les autres questions que j'ai, c'est est-ce que vous pouvez redonner le nom de l'historien qui écrivait les choses comme elles sont? Et aussi, est-ce qu'il existe des traductions de ces historiens de Rupert, de Kaufmann et de Blickler? Et la dernière question, c'est, j'ai pas compris pourquoi Blickler, il a décidé d'utiliser l'usage de révolution de l'homme du commun, et en quoi ça mettait en porte-à-faux avec l'Est, puisque finalement c'est quelque chose qui est intéressant pour l'Est. Merci beaucoup. Je pense sur les traductions des 12 articles, c'est la traduction de Pfarrer. Donc, je ne sais pas exactement à quelle traduction vous faites référence. Moi, je n'ai pas beaucoup travaillé sur les traductions françaises. Il y a peut-être d'ailleurs des collègues dans la salle qui ont la réponse plus que moi. L'historien qui veut revenir aux choses telles qu'elles se sont passées, c'est Gerd, G-E-R-D, Schwerhof, donc S-C-H-W-E-R, H-O-2-F. Vous me redites-moi si j'oublie quelque chose, mais Blickler et la révolution de l'homme du commun, en fait, la thèse de Blickler consiste à dire la guerre des paysans est bien une révolution, mais c'est une révolution en quelque sorte de la commune. Enfin, en allemand, Gemeinde, c'est à la fois la paroisse et la communauté d'habitants, ça dit les deux indissociablement, sans qu'on puisse trancher. C'est une révolte donc, de la communauté. Ce n'est pas une révolte, ce n'est pas une révolution anti-féodale de l'époque du féodalisme. C'est une manière, si vous voulez, tout en utilisant le terme de révolution, de mettre de côté l'antagonisme entre seigneurs et paysans. En gros, de mettre de côté, pour le dire vraiment encore plus simplement, de mettre de côté la lutte des classes. C'est en ce sens-là que c'est une manière de décaler le regard ou de se poser en s'opposant à l'historiographie marxiste. Voilà. C'est sur la question de la lutte des classes, en fait, je pense que le point nodal de l'opposition se fait. Mais ça n'a pas marché, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, là, dans les groupes un peu plus de gauche radicale, qui se sont intéressés cette année, en fait, le fait qu'il ait utilisé la révolution de l'homme du commun, il y a une référence au commun qui, à mon avis, est biaisée, mais qui plaît en fait à la gauche, quoi. Ouais, mais je pense que c'était pas du tout le but de l'être public. D'accord, c'est très intéressant de savoir que c'était pas le but. Et juste pour information, nous, un petit groupe qu'on a créé pour les commémorations cette année, on
on a décidé de traduire ça parce qu'a priori, les Mann c'est aussi ordinaire, et nous on a préféré l'utilisation de religion des gens ordinaires dans une volonté aussi de faire que ce ne soit pas que des oui, Gemeinhermann en allemand c'est magnifique, hein. C'est un mot des sources d'ailleurs, mais c'est un mot qui dans les sources veut un peu tout et rien dire. C'est-à-dire que c'est... L'éclair il tire ça vers l'homme de la communauté, mais en fait c'est quasiment synonyme de sujet, Gemeinhermann, quasiment. Attendez, il y en a d'autres là. Est-ce qu'il y a un lien entre la guerre des paysans et le mouvement anabaptiste? Quel pourrait-il être? Enfin, est-ce que c'est strictement religieux? Parce qu'il y a aussi des aspects sociaux dans le mouvement anabaptiste. Et voilà, je connais mal cette articulation, si elle existe. Ah oui, alors elle existe, elle a été, le mouvement anabaptiste, il a été étudié par une éminente collègue qui maintenant enseigne à l'Université de Toulouse, qui s'appelle Mathilde Monge. Je me permets humblement de vous renvoyer à son travail, où vous trouverez vraiment toutes les réponses, plutôt que de répondre à sa place en n'ayant pas tout à fait sa compétence. Venir pour la suite. Moi, je pense que ce silence sur la guerre des paysans, aussi bien à l'époque, parce qu'on a imposé, les paysans ont osé se révolter, donc ils ont fait un défi, et ça, ils n'acceptent pas. C'est pour ça qu'il y a tant de silence. Ah oui, c'est simplement ça, hein. Elle n'admet pas qu'en bas, on ose défier en haut. Non, alors ils n'admettent pas, et d'autant plus que la guerre des paysans, ça a été une ampleur inouïe. Enfin, c'est vraiment massif. Il y a très très peu de révoltes qui arrivent à cette envergure à la fois géographique et en termes de mobilisation humaine. Donc ils ont eu très peur. Ils ont vraiment eu très peur, je crois. Il y a eu, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi des épisodes de très grande violence. Il y a la halte de Weinsberg, il y a des épisodes qui ont été ensuite construits comme justement pour nourrir ce récit dont je parlais au tout début de la conférence, mais pour nourrir ce récit des hordes violentes, il y avait de la matière, bien sûr. Même si la question de la violence populaire, elle est compliquée, parce que c'est, encore une fois, c'est comme ce que je disais sur le fait qu'ils vont reproduire les institutions pour les modifier, enfin les faire agir dans le sens où ils auraient aimé qu'elles agissent. De la même manière, la violence populaire est mimétique de la violence judiciaire. C'est un décalque, en fait, de la violence des institutions, des formes de punition qui sont celles de l'institution judiciaire. Donc, là encore, c'est pas une violence complètement incontrôlée, sans règles, c'est tout à fait ritualisé, ça correspond à une gradation et ça correspond à ce à quoi on s'attend en termes de punition. Enfin, voilà, ça a un sens, en tout cas, c'est chargé de signification. C'est pas du tout quelque chose d'erratique. Mais effectivement, les révoltes, par la suite, en Allemagne, on parvient à les circonscrire. Jusqu'en 1848, il n'y a plus de révoltes de grande envergure, il n'y a même pas les révoltes comme il peut y avoir en France, une province entière qui se soulève, etc. Donc, on parvient à les cantonner à l'échelle très locale. Il y a énormément de révoltes au XVIIe et XVIIIe siècle, contrairement à ce qu'on a longtemps dit. Il y a énormément de révoltes, mais elles restent très cantonnées à l'échelle locale, elles restent très cloisonnées. Et même si on voit les insurgés qui communiquent les uns avec les autres, on arrive de temps en temps à retracer des circulations, les princes sont devenus extrêmement efficaces et extrêmement coopératifs entre eux aussi, pour endiguer ces séditions dès le départ. Donc il y a des formes de répression. En fait, ils ont appris de la guerre des paysans. Alors, on lit souvent dans l'historiographie allemande, après la guerre des paysans, les institutions, les tribunaux servent à régler pacifiquement les conflits sociaux. C'est possible. Il y a aussi quand même un savoir-faire répressif qui s'instaure à ce moment-là et qui est d'une efficacité redoutable jusqu'au milieu du XIXe siècle. C'est tout à fait le peuple.
C'est l'Allemagne, ça. Regardez Hitler, ça n'est pas dans les livres d'histoire. Oui, il y a quand même eu à un moment donné l'abolition du servage. Donc, moi j'ai découvert par hasard récemment que l'abolition du servage dans l'Empire austro-hongrois a lieu avant la Révolution française. Donc, je me demande dans quelle mesure, par rapport à ce qui a été dit aujourd'hui, si c'est par le fait que la guerre des paysans est devenue plus connue ou qu'elle n'est plus tombée dans l'oubli, que cette abolition a pu avoir lieu avant même la Révolution française, alors que dans l'Empire allemand, l'abolition du servage n'a eu lieu que presque 100 ans plus tard. Donc, alors, à ma connaissance, la guerre des paysans ne joue pas de rôle dans l'abolition du servage par Joseph II dans les pays des Habsbourg. C'est plutôt des réflexions, mais qui sont communes d'ailleurs aux réflexions qui se mettent en place à ce moment-là sur l'esclavage dans les colonies européennes, sur la rentabilité du travail forcé, sur le fait que la liberté humaine doit primer sur les questions de rentabilité économique, etc. C'est plutôt des considérations de cet ordre-là. Et effectivement, on a dans les grands domaines de l'Est des formes de servage extrêmement dures, mais qui se renforcent d'ailleurs à partir du milieu du XVIIe siècle. C'est-à-dire que le servage devient beaucoup plus dur et s'étend géographiquement à partir du milieu du XVIIe siècle, après la guerre de 30 ans. Il y a tout un tas de territoires orientaux de l'Empire, et même hors de l'Empire, où les conditions s'aggravent très durement, à la frontière de la Bohème, dans ces régions-là, en Bohème même, ça devient des conditions de plus en plus difficiles au cours de l'époque moderne. Il ne faut pas croire qu'il y a une linéarité du progrès humain et de l'émancipation. Oui, une dernière question. Pensez-vous pas, je fais la comparaison entre l'Allemagne et la France, l'Alsace, pardon. Je pense qu'en Allemagne, plus d'exemples où il y a eu des négociations. Bon, ici, il n'y en a pas eu, hein, c'est simple. Enfin, on a envoyé deux réformateurs dans les bandes, mais en Allemagne, apparemment, il y a quand même eu des négociations. Je pense que les structures allemandes, il y avait déjà une séparation, certains contrées allemandes déjà séparées, il y avait déjà un dirigeant politique qui, en gros, a viré le dirigeant religieux. Donc, il y avait déjà une séparation plus importante entre le politique et le religieux par rapport à l'Alsace. Et qui aurait entraîné, qui aurait amélioré les facteurs de négociation. Oui, c'est possible. Je pense, une des données fondamentales dans la négociation, alors il y a deux choses. Il y a l'état du rapport de force localement quand même. C'est-à-dire qu'il y a des fois où on arrive à des situations telles que... il y avait des négociations et ils avaient la force. Oui. Aussi. Mais une des tactiques qui est la plus fréquente chez les insurgés, c'est de faire jouer la concurrence entre des niveaux d'autorité. C'est-à-dire, vous êtes en Saxe, vous avez un seigneur, mais à côté il y a l'électeur de Saxe, et puis après il y a l'empereur. Et donc vous les faites jouer, parce qu'ils sont en concurrence bien sûr, tous les uns avec les autres. C'est ce que j'essayais de dire à un moment quand je parlais. Il y a des rivalités entre princes laïcs et ecclésiastiques, mais il y a tout un tas d'autres rivalités entre princes. Et donc, une des grandes tactiques de négociation, consiste à s'adresser, par exemple, vous avez votre petit seigneur là au-dessus de vous qui vous exploite, et puis vous allez aller voir l'électeur de Saxe. Parce que l'électeur de Saxe, il a intérêt à affaiblir votre petit seigneur. Et donc, il peut soutenir les insurgés pour poursuivre ses intérêts propres. Et je pense,
à mon avis, c'est ça, plus que une culture de la négociation comme on le trouve parfois dans l'historiographie allemande. Alors peut-être la question de la séparation du religieux du politique, mais pour moi c'est plus ces configurations avec ces niveaux multiples d'autorité en concurrence les unes avec les autres qui favorisent évidemment les formes de règlement des conflits parce que les autorités y ont intérêt tout simplement. Certaines autorités à un moment donné y ont intérêt. Bien, mais il nous reste à remercier une fois encore Rachel Renaud Merci. pour son intervention.